Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour. Vous êtes sur IDL Média, la chaîne de l'Institut des Libertés, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle émission qui s'intitule Parole de victime, parce qu'on donne assez souvent la parole aux mises en cause. On les voit assez régulièrement sur les chaînes de télévision plus classiques. À l'Institut des Libertés, on a décidé de donner la parole aux victimes de la délinquance, aux victimes de la criminalité. Et dans le cadre de cette émission, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurence Brunet-Jambu, qui a écrit ce livre intitulé Signalement, qui est un livre très fort. Je veux dire que je l'ai lu, moi, en tant qu'ancien policier. Et ça a été un choc parce que je me suis aperçu que tout le monde était passé à côté de choses très importantes concernant les abus sexuels dont était victime Karine, la nièce de Laurence Brunet-Jambu. Et vraiment, ce livre-là, c'est un livre à lire. On a déjà fait une émission, d'ailleurs, avec un autre ancien policier, avec Maurice Signolet, sur l'Institut des Libertés. Vous l'avez sans doute vu, cette émission. Et on avait uniquement l'aspect police des agressions sexuelles sur mineurs. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, en ligne par visioconférence, on a Laurence Brunet-Jambu elle-même, qui est en Bretagne, je crois, pas tout à fait confinée. Et Laurence, vous allez nous expliquer tout ça, vous allez nous dire un petit peu ce qui s'est passé et comment se passe cette affaire 10 ans après, parce que je crois que l'histoire se déroule sur une dizaine d'années à peu de choses près. Et puis on a la chance aussi de recevoir sur le plateau Maître Codesso, qui est avocat pénaliste au barreau de Paris, et qui va nous donner son point de vue d'avocat sur les violences qui sont faites aux mineurs. Parce qu'on a peut-être un petit peu trop tendance, quand on est policier, à voir les choses sous l'aspect police. Et c'est vrai que l'aspect est peut-être un petit peu plus dégagé d'un avocat, peut-être une manière de voir les choses qui est intéressante. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais, Laurence, que vous nous racontiez un petit peu votre histoire, parce qu'elle est quand même saisissante. Enfin, c'est votre histoire, mais c'est l'histoire de Karine. Et tout d'abord, Laurence, comment allez-vous et comment va Karine ? Karine va bien. Dans quelques jours, elle va donner naissance à son premier enfant. Donc, Karine va plutôt bien. Elle a été adoptée par nous en 2016. Nous avons souhaité lui donner une famille. Et comme déjà nous avions une famille nombreuse, la famille ne fait que s'agrandir chez nous. Nous avons, ça fait 6 enfants, 6 beaux enfants et le 9e petit enfant qui va bientôt arriver. Très bien, bravo, félicitations. Mais alors, Laurence, est-ce qu'on peut résumer en quelques minutes l'histoire de Karine ? Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui lui est arrivé pour les lecteurs, les futurs lecteurs de ce livre, et puis pour les gens qui regardent l'Institut des Libertés là. Alors, moi, quand je raconte l'histoire de Karine, je dis souvent que Karine était condamnée avant de naître. En fait, de par le passé de sa mère et la vie de mon beau-frère, elle était presque condamnée, en fait. Et moi, je l'avais senti pendant la grossesse de ma belle-sœur que ce bébé, elle n'en voulait pas. On a compris plus tard pourquoi, puisqu'elle avait commis déjà un infanticide sur sa première petite fille avant. Et dès la naissance, Karine était dans un coin, dans la chambre de la maternité. Et je me rappelle, quand je l'ai pris dans mes bras, est-ce que c'était, alors vous allez dire peut-être quelque chose de fantasmatique, peut-être, mais moi j'ai senti que ce bébé, il fallait que je sois présente pour elle. Quand je l'ai pris dans mes bras, elle avait un regard, vous savez, il y a des bébés qui pleurent pas. Et Karine faisait partie de ces bébés-là qui pleuraient pas. Elle gémissait pas, on l'entendait pas en fait. Elle ne faisait aucun bruit. C'était quelque chose de particulier. On sentait que cette petite fille, voilà, il y avait quelque chose. Et malheureusement... Malheureusement, vous ne vous êtes pas trompé, parce que dès le début, l'histoire était mal partie. Avant qu'elle subisse tout ce qu'elle a subi, ça a été une enfant maltraitée. Maltraitée parce que sa mère ne s'en occupait pas. Karine a développé un peu le syndrome d'abandonnisme. Elle était déjà un peu dissociée à ses 3 ans, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'affection, pas d'amour. Elle passait son temps dans un petit lit à barreaux. Malgré le fait que les travailleurs sociaux, et c'est ça le plus terrible, soient intervenus dès les 7 jours de Karine. La maternité fait un signalement à la naissance de Karine et ça n'a cessé pendant des années et des années. Et tout le monde passe à côté.
Tout le monde est passé à côté, oui, oui, je m'en suis aperçu à la lecture de votre livre. Et les violences sexuelles dont la petite Karine a été victime, ça a commencé à quel âge? Elle avait 5 ans. 5 ans, mon Dieu. 5 ans. Ses parents, pour des raisons pécuniaires, hein, mais bon, ça a été bien dit à la cour d'assises et personne ne nous a repris. Mon beau-frère est quelqu'un de très radin, mais maladif, hein, voilà. Et donc il accueille Monsieur Blody, déjà condamné pour des violences sexuelles sur ses enfants. Un ami de la famille, c'est ça? Je ne peux pas dire vraiment un ami de la famille. Il est devenu ami à ce moment-là. Et il était connu pour des faits de pédophilie? Ah oui, il avait été condamné à 3 reprises déjà. C'est incroyable. Et en fait, mon beau-frère, pendant le procès, a reconnu que oui, il savait parfaitement le pédigré de Monsieur Blody. Et moi, j'ai toujours dit que dans cette procédure, Monsieur Blody était coupable. Mais il était coupable que pour moitié pour moi. Parce que quand on met le loup dans la bergerie, le loup, il croque l'agneau. Excusez-moi, hein, c'est schématique, mais à partir du moment où vous faites entrer un pédophile dans votre domicile, que vous le logez, qui dort chez vous, les choses qui se sont passées, c'est mathématique. Enfin, je veux dire, ça ne pouvait que se passer comme ça. Malheureusement, c'était prévisible. Et vous êtes la tante de cette petite Karine. Et que faites-vous alors quand vous constatez tout ça? J'ai pas cessé de me battre, j'ai pas cessé de signaler, j'ai dénoncé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et à chaque fois que je dénonçais, j'étais privée de Karine, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais un signalement ou que je faisais quelque chose, les parents nous retiraient soit les visites de Karine, soit on ne pouvait plus avoir accès à elle, soit on était un peu éjecté de la famille. À chaque fois, quelque part, je recevais le bâton. Bien sûr. Alors Laurence, votre livre s'intitule Signalement. Et c'est pas par hasard d'ailleurs, parce que vous avez signalé combien de fois aux services sociaux et à la police la situation dramatique de Karine? Combien de fois? Moi, j'ai signalé 5 fois. Les voisins ont signalé 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 signalements en pleine nuit, plus un signalement fait enfance en danger à Rennes parce que les voisins étaient particulièrement inquiets de ce qui se passait. Il y a eu le CEDES, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, qui a fait 3 signalements au procureur. Et il y a eu un expert, un psychiatre, qui reçoit ma belle-sœur en consultation et qui fait un signalement d'urgence absolue, hein, c'était marqué dans son signalement, pour que Karine soit protégée. Et c'était en 2005 et elle n'a pas été protégée. Elle n'a pas été protégée. Et finalement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un signalement qui a fonctionné après tous ces signalements qui n'ont pas marché? Alors, à un moment donné, Karine arrive à notre domicile parce qu'elle avait grandi et que ma belle-mère étant décédée, mon beau-frère avait besoin de nous, en fait, pour la succession qui était très compliquée. Donc, il a préféré s'allier un petit peu à son frère. Et donc, du coup, on avait accès à Karine. Karine venait beaucoup plus souvent à la maison. Et un jour, en mangeant, ma belle-sœur me demande si je veux Karine. Je lui dis, qu'est-ce que tu entends par là? Elle me dit, est-ce que tu la veux? Je comprenais, parce que vous comprenez pas en fait de trop, puis vous voulez pas comprendre parce que c'est tellement une phrase qui veut dire plein de choses. Elle me dit, si tu le veux, je te la donne. Comme on aurait donné un petit chaton. Et je me suis dit, si je dis oui trop vite, ils vont dire non. Donc j'ai essayé d'aller doucement et Karine est restée chez nous pendant presque 6 mois. Non, elle est restée chez nous plus que ça. En fait, elle est restée chez nous plus d'1 an, jusqu'à ce que l'aide sociale à l'enfance nous l'enlève de force. Et l'enquête policière, elle a abouti à quoi finalement? Parce que Karine a été placée chez vous de façon officielle, il y a ce monsieur Blody qui a été mis en cause, les parents de Karine qui ont été mis en cause. Et que s'est-il passé à ce moment? Alors, la procédure a été très dure parce que nous, on s'est beaucoup battus pour mettre en cause les parents, parce que pour nous, ils étaient complices. Et malheureusement, on avait la complicité passive, mais pas la complicité active. Et en France, il faut être sur la complicité active. Donc, on s'est battu. On est allé en cassation une première fois. On a gagné. On est allé ensuite à la cour d'appel de Bordeaux. On a perdu, mais je pense que ça s'est joué à peu de choses, en fait. Voilà. À ce moment-là, je pense que les magistrats n'étaient pas... c'était des bons magistrats.
C'était vraiment une audience particulière ce jour-là. Et je pense que ça s'est joué à très peu de choses. On aurait pu avoir la complicité. Donc on a perdu. On est retourné en cassation parce qu'on voulait absolument la complicité et on a perdu la cassation, la deuxième cassation, donc on a laissé tomber. Mais, au procès d'assises en 2018, quand les assises ont eu lieu, je pense que pour tous les gens qui étaient présents, ça faisait pas de pli. Un vrai parcours du combattant, j'ai l'impression. Merci Laurence pour ces quelques explications. Alors, Maître Codesso, moi, quand j'entends cette histoire-là, d'abord je me dis c'est incroyable et pourtant c'est vrai, puisque Laurence Brunet-Jambu raconte son histoire dans ce livre Signalement. Vous, en tant qu'avocat pénaliste, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire incroyable ? Je trouve ce livre absolument formidable. D'abord, Laurence, je vous témoigne de mon admiration, vraiment. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt et avec mon admiration grandissante au fur et à mesure que les pages avançaient. Ce livre est extraordinaire aussi sur plusieurs aspects. D'abord, il révèle à mon sens le dysfonctionnement, cette gabegie administrative qu'il y a eu sur tous les plans, au niveau de tous les protagonistes qu'il y a pu avoir dans cette affaire, tous les intervenants. Rien n'a marché. Rien n'a fonctionné et personne n'a fait son travail correctement. On a le ministère public, on a le CEDAS, on a la gendarmerie, on a le juge des enfants. C'est vraiment une catastrophe à tous les niveaux. Et puis la deuxième chose, moi, que j'ai trouvée assez intéressante, et là vous me direz que c'est peut-être ma réflexion personnelle à moi en tant qu'avocat, j'ai vu dans ce livre la difficulté qu'il pouvait y avoir pour le citoyen entre guillemets ordinaire à réussir à se faire entendre, à faire entendre sa voix devant l'appareil judiciaire et ça c'est particulier à votre situation Laurence, et ce que l'on soit plaignant ou bien que l'on soit dans la position de la défense, parce que, et c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez été les deux au cours de votre cheminement. Alors évidemment, pas dans la position de la défense par rapport à tous les abus qu'il y a pu avoir sur Karine, non. On a remis en cause votre parole, on a eu des suspicions vis-à-vis de vous, et votre parcours a été encore plus compliqué parce que vous avez eu face à vous un mur qui ne vous a jamais cru. Donc on voit les difficultés, que l'on soit victime ou de l'autre côté. Maître, si je ne me trompe pas, Laurence, vous m'arrêtez, mais je crois savoir que vous avez été placé en garde à vue. Oui. Racontez-nous ça. En fait, il y a un signalement qu'on fait. Alors, je le fais avec l'ex-compagne de Monsieur Blody parce que Monsieur Blody, qui est le pédophile ami de la famille. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, cette personne est aussi convaincue que moi que Karine est abusée, parce qu'à ce moment-là, elle en a vraiment les stigmates. Hein. Vous savez, à un moment donné, les enfants ont vraiment des stigmates d'enfants abusés. Ça se voit. C'est ça le pire, en fait, ça se voit. Et donc, on fait un énième signalement et on est poursuivis toutes les deux, mis en garde à vue le même jour, en fait. Vous êtes mises en garde à vue les deux pour dénonciation calomnieuse, hein, c'est ça ? Oui, dénonciation calomnieuse. Et ce jour-là, je pensais pas que alors je suis désolée, hein, mais je pensais pas que la police pouvait faire vivre ça à des gens, en fait, parce que c'est violent. On est insulté, hein, ça passe pas trop bien. Ça s'est pas bien passé. Non, pour un peu qu'on tienne tête. Et c'est un peu de mon fait et de ma façon de faire. Je tiens tête quand je suis sûre de moi. Et j'ai été menacée. En fait, à la fin, il a fallu que je cède parce qu'on m'a menacée de retirer mon petit garçon qui n'avait que 5 ans à l'époque. Et là, j'ai craqué, j'ai cédé. Et vous deviez écrire une lettre d'excuse, c'est ça ? Alors, c'est-à-dire que le jour de la garde à vue, moi, je suis ressortie plus tôt que Madame Biès, en fait. Elle est ressortie plus tard. Ils l'ont gardée jusqu'à 21h. Et on a été reconvoqués par le délégué du parquet. Et alors là, on se serait cru dans un film de Funès, en fait. C'était hallucinant. La déléguée du parquet avait une règle dans la main, en fer, et elle n'arrêtait pas, comme si on avait été des petites filles. C'est grotesque, hein, mais je vous assure. Vous étiez punis. Ah oui, complètement. On a été mis à une table ronde. Il a fallu qu'on écrive cette lettre. Et alors, c'est triste à dire, mais moi, j'oscillais entre les larmes et le fou rire. Les larmes d'humiliation, parce que ce qu'il fallait écrire était terrible, et un fou rire nerveux, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Qu'est-ce que vous deviez écrire, Laurence ? Qu'est-ce que vous deviez écrire ?
Il fallait que je demande pardon à Monsieur Blody, que je demande pardon à l'institution judiciaire d'avoir mené autant de signalements et surtout que je demande pardon à Karine de lui avoir fait du mal parce qu'en fait, elle avait été interrogée à cause de moi. Alors, si on se résume, vous êtes la tante d'une petite fille qui est abusée sexuellement, vous signalez ces abus auprès des services sociaux, auprès de la police, et finalement, c'est vous qui vous retrouvez en garde à vue pour dénonciation calomnieuse, et vous êtes en quelque sorte condamné à écrire une lettre d'excuse auprès des gens qui abusent de Karine. Oui, tout à fait. On a du mal à y croire, c'est inimaginable. Ah ben, oui. Mais quand j'ai raconté ça la première fois à Maître Reviron, vous êtes avocat, je pense qu'il m'a pris pour une illuminée. Alors, Maître Codesso, une situation comme ça, vous en avez déjà vu? J'avais du mal à croire ce que je lisais, évidemment. Mais si vous voulez, quand vous avez devant vous une équipe qui décide de ne pas vous croire, une équipe, ça veut dire procureur de la République ou un juge d'instruction avec des services d'enquête qui ont une idée préconçue dès le départ et qui ne vous croient pas, pour en sortir, c'est très difficile. Donc j'ai été surpris sans l'être, en vérité. Une situation comme celle-là est assez exceptionnelle. Moi, je vous donne mon point de vue de policier parce que, comme je le disais au cours de la première émission qui a été réalisée à l'Institut des Libertés concernant votre livre, moi j'ai travaillé quelques années à la Brigade des mineurs de Paris. Maintenant, la Brigade des mineurs de Paris, il faut bien voir que c'est une grosse boutique, il y a plus de 100 fonctionnaires, il y a une permanence 24 heures sur 24, et vraiment une situation comme la vôtre est totalement inconcevable parce que des situations comme la vôtre existent malheureusement à Paris et en général ce sont des situations qui nous sont présentées par le parquet des mineurs de Paris ou alors par les services sociaux directement. En général c'est très simple, c'est le vendredi en fin d'après-midi à 17h, vous recevez un coup de fil d'un substitut du parquet ou d'une association qui au préalable a téléphoné au parquet de Paris. Et on vous dit, écoutez, on a une situation qui est extrêmement compliquée, la situation Karine, la situation que vous décrivez. On n'arrive pas à s'en sortir. La petite est actuellement dans sa famille. Nous, on ferme. Vendredi, il est 17h. Et en gros, c'est débrouillez-vous, faites quelque chose parce qu'il faut aller la chercher, puis il faut agir. Bon, voilà, là, c'est le genre de situation. Mais là, votre situation à vous, c'est même pas ça. Ça n'a même pas été ça. C'est-à-dire que vous étiez où? Vous étiez en province ou ça? Dans quelle ville? Mon beau-frère et ma belle-sœur habitaient Champy et nous, on a habité Rennes à ce moment-là. C'est ça, vous étiez dans la région de Rennes. Et les services sociaux à Rennes n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait. Pas plus que la police, pas plus que la gendarmerie, pas plus que la magistrature. Personne. Alors, est-ce que les avocats ont sauvé l'honneur, Maître Codesso? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là avec vos confrères? Parce que vous avez plusieurs avocats, je crois. Je vais vous dire, et Laurence, je parle sous votre contrôle, en lisant le livre, il y a une chose qui m'a un petit peu surpris. C'est que vous vous êtes jeté seul dans ce combat, dans cette arène, et il a fallu attendre très longtemps dans le livre, je m'en étonnais au fur et à mesure que j'avançais, pour voir l'apparition du mot « avocat ». C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'un avocat est intervenu, mais assez tardivement à vos côtés. Alors, dès qu'il y a eu l'ouverture d'enquête, on avait pris un avocat sur elle, et je vais vous dire, l'avocat ne voulait pas faire ce que je voulais. Et en fait, c'était l'avocat du Trésor public. Mais moi, dès le début, en 2012, je sais qu'il va falloir aller attaquer l'État. Donc, en fait, il ne fait pas les choses comme je souhaite qu'il les fasse. Donc, voilà. On a changé d'avocat, mais pour prendre des avocats, des bons avocats, il faut avoir les moyens. Et la justice a un coût. Et quand vous avez une famille nombreuse, J'entends bien. Après, il y a une chose aussi qui est regrettable, c'est que beaucoup de personnes, et c'était surtout le cas à cette époque-là, on est quand même en 1998, peu de personnes connaissent les règles d'accès au droit et d'accès à un avocat. Toute personne a droit à un avocat et toute personne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, pour pouvoir se faire accompagner dans ses démarches. Mais moi, ça a été bien plus vicieux que ça, c'est-à-dire que quand je suis auditionnée pour ma garde à vue, on ne me dit pas que je suis en garde à vue. On me dit, on vous auditionne. C'est une audition libre? Oui, mais c'était pas libre parce que j'ai pas pu partir comme je voulais. Évidemment, l'audition libre peut se terminer en garde à vue, effectivement.
Bah voilà, sauf qu'on m'a pas dit, est-ce que vous voulez un avocat? Parce que j'en aurais pris un à ce moment-là. Ouais, là aussi, ça me surprend un petit peu, mais là, forcément, là, c'est le policier qui réagit. Excusez-moi, maître, mais Bien sûr, bien sûr. quand une personne est placée en garde à vue, de façon nette, on lui dit, vous êtes placé en garde à vue à compter de tout à l'heure pour les faits, etc. On déroule, et puis on lui dit que vous avez tel et tel droit, et en particulier le droit à vous faire assister par un avocat. Toujours est-il que vous avez quand même une notification de garde à vue à signer. Madame Biès a eu un avocat. Et pas vous. Non, Et vous avez signé votre notification de garde à vue. mais on m'a rien demandé de signer. D'accord. Et vous n'avez rien signé. C'est très étonnant tout ça. C'est très étonnant. Et je pense qu'ils ont essayé de me garder en audition libre pour ne pas avoir de... Enfin, c'était très compliqué. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est que la personne qui m'a mis en garde à vue, qui a été particulièrement méchante et violente, c'est la personne qui, 5 ans plus tard, auditionne Karine. C'est pas possible. Eh ben si. La même personne. Oui, la même brigade des mineurs. Et 5 ans plus tard, comment ça s'est passé dans l'audition de Karine alors? Eh ben, je vais vous dire qu'elle a plutôt été bonne. Comme quoi les policiers sont pas forcément tout le temps mauvais, quoi. J'ai fait abstraction de tout mon ressenti. Je pense que j'ai été capable, oui, de faire comme si je la connaissais pas, en fait. Comme si on s'était jamais vu. Oui, bien sûr, oui, je comprends. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport à cette histoire que vous nous racontez. C'est comment est-ce que ça a pu se passer, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que un avocat aurait pu apporter si, dès le début, Laurence était allée voir un avocat spécialisé? Comment est-ce que ça aurait pu se passer pour que ça reste sur les rails dès le début et pour qu'on n'ait pas 10 années d'enfer pour Karine? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je vais vous dire, l'intervention de l'avocat n'est pas toujours divine, hein, elle apporte pas toujours les résultats qu'on veut qu'elle apporte, parce que surtout dans ce dossier, avec le nombre de dysfonctionnements qu'il y a eu, je vais vous donner un exemple. Au tout départ, on est en 1998 et il y a un signalement du CEDAS qui est fait, un juge des enfants qui est saisi, qui ordonne une expertise psychiatrique. Tout ça c'est fait très rapidement. C'est fait correctement. Au début, ça fonctionne. C'est ce que je me suis dit au début, le dossier part plutôt bien. Et puis, il y a un suivi qui est mis en place avec le juge des enfants, et à un moment, je crois 1 an et demi plus tard, le CEDAS envoie un rapport au juge des enfants en disant on ne comprend pas, il n'y a pas eu d'audience pendant 1 an. Comment ça se fait? On a un suivi, on est censé se mettre à jour. Et puis, en fait, on réalise que ce qui s'est passé, c'est très simple, et c'est pas la faute de l'avocat ou de qui que ce soit, c'est qu'il y a une rotation des magistrats. Ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup. C'est des nouveaux dossiers, puis il y a une pile de dossiers qui les uns sur les autres. Il y a un nouveau juge des enfants qui intervient. Et qui ne se fait pas communiquer l'intégralité du dossier, puisque une expertise psychiatrique avait été ordonnée pour... une expertise particulière. Psychiatrique qui donnait des choses graves, hein, qui signalait des choses graves. Exactement, et qui demandait un suivi médicamenteux, entre autres, pour la génitrice de la petite Karine. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le nouveau juge est saisi 1 an et demi plus tard, comme il n'a pas communication de ces éléments-là, eh bien, il va prendre une mesure qui est complètement absurde, puisque je crois qu'il va il va refuser l'assistance éducative en milieu ouvert, il me semble. Alors, jusqu'en 2000, il y a alors nous on est en 98, jusqu'en 2000, il y a une assistance éducative qui se met en place. Voilà. Et il y a une demande de placement de Karine en 2001, mais le juge n'y fait pas droit parce que mon beau-frère a beaucoup pleuré pendant l'audience, hein, il a dit que c'était triste, que c'était parce que sa belle-sœur le harcelait, et le juge pour enfants part sur le harcèlement familial, c'est-à-dire la volonté de l'attendre, de vouloir s'accaparer Karine. Mais au moins, on m'a jamais convoqué. J'aurais pu m'expliquer. On m'a jamais demandé de venir. On m'a jamais convoqué pour s'expliquer. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que ça commence à partir en vrille, parce que mon beau-frère, par contre, a bien manipulé et les services sociaux et le juge pour enfants pendant plusieurs années. Ça, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a bien manipulé le juge.
C'est aberrant, c'est aberrant. Et je vais vous dire, c'est là où on manque une opportunité qui est capitale dans le dossier, parce que le premier juge avait bien dit que en cas de non-suivi des injonctions thérapeutiques, psychiatriques à l'égard de la génitrice, eh bien, il envisagerait une autre solution, et en l'occurrence, cette solution, c'était le placement. Et comme le nouveau juge n'a pas eu communication des éléments du dossier et n'a pas pu se rendre compte que cette mesure n'avait pas été respectée par la génitrice de la petite Karine, il n'a pas fait droit à la demande de placement. Parce qu'il n'y a pas eu de communication, parce que la rotation a fait que le suivi du dossier s'est perdu. Et donc on a manqué là une occasion qui, à mon sens, moi j'ai vraiment, ça m'a brisé le cœur, parce que dès l'année 2000 à peu près, on peut déjà sortir la petite de cet enfer et lui éviter ce qui va se passer après, entre 2002 et 2005. Et ça n'est pas fait. En 2002, en 2003, il y a un autre signalement très très grave qui est fait par les travailleurs sociaux, parce que Karine a un comportement extrêmement sexualisé avec tous les enfants du quartier. Et bon, on sait qu'il y a eu une autre procédure avec des jeunes du quartier qui ont été condamnés pour... La condamnation est définitive aujourd'hui, donc je peux en parler. C'est des mineurs, je ne peux pas dire plus, mais ils ont été condamnés. Et ça se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que Karine, elle a vécu plusieurs auteurs. Il y a eu plusieurs auteurs à agresser Karine. Il y avait dedans Blody, et dehors, il y avait les jeunes en réunion qui se servaient d'elle comme d'un objet, en fait. Alors, Patrice Reviron, j'aime beaucoup Patrice, alors je l'appelle souvent Patrice, excusez-moi. C'est votre avocat ? Oui, j'ai créé un lien particulier parce qu'il nous a vraiment... il m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit, en fait, sur la justice. Et Patrice me dit souvent qu'elle serait morte, mais je pense que l'expertise qui avait été faite par le monsieur Parentoine est correcte. Oui, je pense qu'elle serait morte. Elle en serait morte. On peut Karine dire... a essayé de passer à l'acte en 2009 quand elle arrive chez nous, mais c'était parce que les services sociaux venaient la chercher. Mais de toute façon, je pense qu'elle serait passée à l'acte, effectivement. Oui. 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 Et je suis toujours très étonnée de voir sa construction, en fait, parce que c'était une enfant qui n'était pas du tout construite. Quand elle arrive chez nous, elle a 11 ans, elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas écrire, parce que là aussi, elle est passée sous les feux rouges de l'éducation nationale quand même. Karine ne sait pas lire, elle sait très peu écrire, elle ne sait pas compter. Et nous, on l'a emmenée, elle a eu son bac, Et quelle est sa vie maintenant alors ? Elle est travailleuse sociale. Donc elle reste un petit peu dans ce même milieu, mais elle revient. On peut dire qu'elle revient de loin. Je pense qu'elle ne va pas y rester très longtemps parce qu'elle se rend compte de l'impuissance, en fait. Que même quand elle fait un signalement, il n'est pas forcément suivi des faits, même elle. Alors le danger, c'est peut-être qu'effectivement, elle revive un petit peu chez les autres ce qu'elle a vécu pour elle-même, bien sûr. Oui, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on voit qu'un enfant, en fait, quand il est aimé, on peut le reconstruire, on peut lui redonner des bases, on peut l'emmener. Et qu'il suffit juste d'amour, en fait. Et quand je vois cette façon de penser aujourd'hui, de placer les enfants, de les enlever, on ne regarde jamais assez s'il y a une personne autour d'eux qui pourrait justement faire le relais. Alors voilà, je voulais en venir à la situation actuelle. Quel est votre regard, vous, sur la situation actuelle en ce qui concerne, peut-être pas la justice des mineurs, mais le côté social de l'aide sociale à l'enfance, de ce genre de structure, sur l'enfance en danger ? On a d'énormes loupés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation des travailleurs sociaux, on est à côté de la plaque. On forme du personnel administratif. Alors, la délinquance explose, la violence explose, mais c'est aussi parce qu'on n'a plus ces travailleurs sociaux de terrain, ces éducateurs-là qui se confrontaient à tous ces jeunes. Aujourd'hui, on a du personnel administratif qui fait des réunions, des synthèses, des écrits, des rapports, mais on n'a plus ces travailleurs sociaux qui investissaient l'enfant, vous voyez, voilà. Et donc, oui, on passe à côté. Vous travaillez avec les associations de protection de l'enfance ? Alors, je suis moi-même présidente d'une association de protection de l'enfance et vraiment, c'est compliqué. On peut savoir laquelle, votre association ? Alors, moi, mon association s'appelle Alexis Danan de Bretagne. On est à l'initiative d'un très gros protocole qui s'appelle Calliope, qu'on est allé chercher au Québec et qu'on a adapté à la France, qu'on est en train de mettre en place à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on accompagne la parole de l'enfant en justice
c'est un protocole complémentaire de l'audition Niche, en fait, du protocole Niche. C'est-à-dire que c'est vraiment révolutionnaire, c'est permettre à l'enfant de témoigner, ça marche depuis 15 ans au Québec, hein, donc voilà, on l'a pas inventé, on l'a juste transposé à la France, et on sait que là, on tient quelque chose d'énorme, parce que moi, quand j'ai vu Karine, quand je l'ai accompagnée, en fait, c'était pas la même éducatrice, c'était pas le même travailleur social, c'était jamais la même personne, jamais. Et je pense que les magistrats, je dis pas qu'ils sont pas bons, je dis qu'ils n'ont pas cette formation d'écoute, de recevoir la parole de l'enfant, et que l'enfant, il va pas forcément vous dire quand elle m'a fait quand j'ai fait une fellation, non, il dit j'ai sucé, ça fait comme une sucette, mais c'est ce que disent les petits bouts. Oui, effectivement, c'est les mots de l'enfance, ouais. Les avocats, Maître Codesso, est-ce qu'ils sont formés à ce genre de choses, l'audition des mineurs, comment aborder une situation Je dirais que ça dépend un petit peu du parcours de chacun. Les avocats sont formés avant de devenir avocats à l'université, ils sont formés après par l'expérience et la pratique, et les avocats sont accessibles à une formation continue aussi. Vous avez des départements au barreau qui forment en formation continue sur la justice et la protection des mineurs. Voilà, tous les avocats il y a autant de spécialités qu'il y a d'avocats, si vous voulez. Donc, tous les avocats n'y sont pas formés, mais les avocats qui interviennent, je sais que vous avez une avocate qui vous a accompagné, qui est très réputée dans cette matière et qui pourra, qui a suivi tout ce qu'il fallait suivre pour en être là où elle est. Les avocats sont en lien avec les associations comme les comités Alexis Danan et autres. Ça assure la jonction, hein, tout à fait. Hein. Nous, on a la chance. Hein, on a Madame Lodic Baron, qui était la bâtonnière de Rennes, qui suit vraiment tout ce qu'on fait parce que elle est très intéressée par tout ce qu'on porte. Nous, on a l'année dernière, on a même formé. Alors, c'était exceptionnel. Hein. Moi, j'ai réussi à former des magistrats à l'audition du mineur devant le JAF. Vous êtes formatrice alors maintenant, de fait. Il faut dire que malheureusement, vous avez une très bonne expérience de ce genre de situation, Laurence. Voilà, et donc dans mon association, ce que j'ai voulu faire, c'est créer un vrai organisme de formation. Donc on est Calliope, on a le Datadoc, on est référencé. Et parce que pour moi, c'est là le nerf de la guerre, c'est la formation. Vous avez réussi à remplir Datadoc, c'est formidable. C'est pas facile autant que je sache, oui, bien sûr. Oui. Quelle est la suite des événements? Quel est l'avenir? Parce que je crois que les procédures sont encore en cours, pas forcément des procédures pénales, mais je crois que vous avez attaqué l'État, je crois, n'est-ce pas? Il reste plus de procédures pénales, il reste juste la faute lourde. La faute lourde contre l'État, dont le délibéré arrive le 14 avril. Donc, on a un petit stress qui s'empare de nous depuis quelques jours. On est le 19 mars aujourd'hui, donc je précise qu'on enregistre cette émission le 19 mars, donc vous avez encore un petit mois à attendre, hein, la décision. Oui, mais vous allez me dire que c'est une histoire de fou, parce que c'est le jour normal de l'accouchement de Karine. Donc, ça va falloir faire un choix, alors aller à la maternité ou aller attendre la décision de justice. Que les choses vont tourner. En fait, c'est Maître Thuan, Grégory Thuan, qui a fait la faute lourde. En première instance, on a gagné le déni de justice, mais ils ont considéré que c'était prescrit pour la faute lourde. Et l'audience qui s'est passée au mois de février pour la faute lourde, Maître Thuan m'a dit qu'elle était très très bonne, cette audience. Il avait une très très bonne écoute de la Cour d'appel de Paris. Le dossier était très maîtrisé. Donc voilà, il faut y croire, parce que ne pas reconnaître la faute lourde dans ce dossier, c'est pas possible. Oui, effectivement. On lit votre livre et puis on se dit mais c'est pas possible. À toutes les pages, on se dit ça doit pas se passer comme ça, et pourtant malheureusement ça s'est passé comme vous le décrivez, quoi. Le problème de la prescription, c'est que le premier magistrat s'est basé sur les dires de la partie adverse, de l'État, qui dit que j'avais connaissance du dossier d'instruction en 2011, et non, puisque le dossier d'assistance éducative de Karine, le premier, celui avec tous les signalements, n'arrive dans l'instruction
qu'en novembre 2013. Donc, je ne pouvais pas en avoir connaissance avant. Oui, vous mettez l'accent sur les problèmes de la prescription. Peut-être qu'un avocat peut nous en parler un peu plus précisément en ce qui concerne la prescription pour les faits criminels sur mineurs. Alors, sur les faits criminels sur mineurs ou sur le... Les deux, peut-être, parce que... Les deux, ça m'intéresse. sur la faute lourde, on est sur un problème un petit peu particulier. Donc, je comprends que sur le déni de justice, ça a été reconnu en première instance. D'accord. Et donc la question s'est posée sur la faute lourde de la prescription, je crois, quadriennale, c'est-à-dire de 4 ans, c'est ça, voilà. Alors que Maître Thuan, en fait, il a plaidé les deux. Il a plaidé la décennale parce qu'il dit que c'est pas normal que pour certaines choses ça marche quand c'est l'État qui attaque et pas pour nous. Voilà. Donc il a plaidé les deux et apparemment il y a eu une discussion assez ouverte pendant l'audience. Mais de toute façon, la quadriennale, elle est pas acquise en fait. Si on part de 2013, nous on fait notre action en 2016 et pour pouvoir faire une action, vous savez bien, il faut en avoir connaissance. Si le dossier n'était pas dans l'instruction, je ne pouvais pas en avoir connaissance. Donc, ça, le débat, c'est sur le point de départ de la prescription, donc la connaissance. Est-ce que vous avez connaissance en 2011 ou en 2013 ? Effectivement. C'est très très intéressant de mon confrère d'avoir abordé la prescription décennale. Je crois qu'il a plaidé ça sous l'angle de une certaine forme d'égalité des chances pour le justiciable. Oui. D'avoir accès au même type de prescription dans leurs actions, effectivement. Bon, sur la faute lourde, moi je souscris tout à fait à son argumentaire, qu'effectivement, il n'est pas normal qu'il y ait des règles de prescription qui soient différentes selon qu'on soit du côté de l'État ou selon qu'on soit du côté du justiciable, comme tout à l'heure avec des guillemets ordinaires, et ça ressoulève la question de l'accès du justiciable au droit et à l'égalité des chances devant l'appareil judiciaire. Maintenant, si on aborde la question de la prescription des faits criminels, c'est en débat en ce moment où, avec certaines affaires médiatiques récemment, certaines voix se sont élevées pour demander l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Alors j'ai un avis sur cette question qui est un avis d'avocat évidemment, mais moi l'imprescriptibilité, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour des raisons pratiques et même pour des raisons de protection des victimes. L'imprescriptibilité, soyons très clairs, ça veut dire que n'importe qui peut déposer plainte à n'importe quel moment de sa vie contre quelqu'un qui l'aura agressé quand il avait moins de 18 ans, c'est ça ? Exactement. Quand on parle de prescription, on parle de prescription de l'action publique. L'action publique, c'est la faculté pour le ministère public d'engager des poursuites contre une personne. Et quand la prescription, après un certain délai, est acquise, eh bien, l'action publique s'éteint. Et donc, avec l'imprescriptibilité, l'action publique ne s'éteindrait jamais et il serait toujours possible et en toutes circonstances de pouvoir agir contre une personne. Et moi, c'est une proposition qui me dérange. Je vais vous dire pourquoi. On a tendance aujourd'hui, le ministère public a tendance, en cas de plainte pour des faits qui sont objectivement prescrits, à quand même ouvrir une enquête, mais une enquête qui aboutira nécessairement à un classement sans suite. Et ce que fait le ministère public, c'est quand il classe l'affaire sans suite, il indique au plaignant que les faits pourraient être susceptibles d'être qualifiés pénalement, mais qu'ils sont prescrits. Et donc pour la victime, c'est un classement sans suite. Et je vais vous dire, si on mettait l'imprescriptibilité, imaginons, la plainte est instruite, l'affaire est renvoyée devant une cour d'assises, eh bien, la prescription, c'est la reconnaissance du temps dans le droit, la reconnaissance des effets du temps dans le droit. Le temps est réparateur et destructeur. Réparateur pour les victimes, elles peuvent guérir avec le temps, et destructeur pour les preuves. Parce que quand on condamne une personne en droit français, en droit pénal français, eh bien, il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément de preuve 30 ans plus tard ? Exactement. C'est toute la question qui se pose. Dans une affaire de viol, on a des constatations médico-judiciaires, on a des expertises médicales. Quand on est en flagrance ou dans un temps très bref, en tout cas, bien sûr. Exactement. Bref, quand on est sur un temps réduit, on peut collecter des éléments de preuve qui permettront de condamner une personne. Mais en droit, il existe un principe qui est que le doute doit profiter à l'accusé. Le doute doit profiter à l'accusé, ça se traduit dans la pratique
si vous voulez, on ne peut pas condamner une personne pour laquelle il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas avoir de preuve. 30 ans plus tard. Parce qu'actuellement, la situation, c'est quoi? On peut déposer plainte jusqu'à 30 ans après ses 18 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut déposer plainte jusqu'à l'âge de 48 ans, exactement. Quand on a été victime d'un viol, pour simplifier, d'un viol commis par telle ou telle personne quand on était mineur. Quand on a 48 ans, on peut déposer plainte, mais comment arriver à prouver quelque chose qui s'est passé quand on en avait 14 ou 15? Eh ben, moi, je pense que c'est impossible. Parce que comment on prouve, d'abord, qu'une infraction a été commise? C'est par des témoignages. Avec le temps, que deviennent les témoignages? La mémoire des personnes, elle s'efface. Les personnes s'effacent elles-mêmes. Au bout de 30 ans, des personnes peuvent disparaître. Les éléments matériels, les éléments, vous voyez, les constatations scientifiques, tout peut disparaître. Et on en arriverait, si on consacrait l'imprescriptibilité, à des situations terribles pour les victimes, puisque on irait jusqu'au procès d'assises, et vous imaginez la victime, eh bien, qui se voit opposer un acquittement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de preuve, on acquitte. Je partage vraiment votre avis. Alors, c'est rare pour une association de protection d'enfance, mais je pense qu'on va faire du mal aux victimes, en fait, en leur laissant croire qu'on leur offre une possibilité qui n'existe pas. Moi, je préférerais qu'on travaille à un vrai statut de victime, c'est-à-dire vous êtes auditionné, votre parole paraît crédible, on fait une expertise pour vérifier certaines choses, et si votre parole est crédible, alors on vous octroie un statut de victime. Ça n'empêche pas d'échanger avec l'auteur, que peut-être l'auteur va reconnaître les faits encore plus si c'est prescrit. Mais ce qui compte pour la victime, c'est d'être reconnu, c'est de dire « j'ai pas menti, ce que je dis, c'est la vérité ». Et ça permet de commencer une construction ou une reconstruction. Et ça permettrait peut-être une prise en charge thérapeutique. Déjà, la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, peut-être une indemnisation basique, mais ça pourrait rentrer aussi dans le cas de la justice restauratrice pour avoir pas un échange, parce que c'est pas le mot, mais pour pouvoir faire des audiences de justice où l'auteur reconnaît les faits, c'est prescrit, il peut pas être condamné, ok, mais il reconnaît. Et il dit oui, ok, je t'ai fait du mal. Parce que c'est ça qui compte pour la victime, c'est que quelqu'un dise oui, je t'ai fait du mal. Ce que tu dis, c'est la vérité. Et je me rappellerai toujours le moment de la cour d'assises, puisque Blody avait nié pendant 9 ans, et au moment où le juge de l'audience, lui demande « Monsieur Blody, vous plaidez comment ?» Et là, à ce moment-là, pour la première fois, il dit « Coupable, je reconnais tout ce qu'a dit Karine, elle n'a jamais menti. » Eh bien ça, c'est ça qui a de la valeur. C'est ce moment-là unique où l'auteur, il dit « Oui, je t'ai fait du mal et je te demande pardon. » Alors je sais, on n'est pas... Moi je suis croyante, alors je crois au pardon, mais je crois aussi qu'à un moment donné, la justice ne peut pas tout faire, elle ne pourra pas tout réparer. Et que faire croire aux victimes qu'on va pouvoir peut-être les écouter, déjà qu'on a du mal à entendre là les enfants présentement coupables, victimes, c'est un non-sens. J'aimerais bien, moi, qu'on s'occupe des petits bouts qui ce soir vont être agressés ou qui ont été agressés la nuit dernière. C'est cela la préoccupation. Je suis tout à fait d'accord. Désolée, hein. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire, plutôt qu'aller chercher l'imprescriptibilité, je veux dire, quand on considère votre affaire, l'essentiel des manquements est commis en amont. En amont du début de l'instruction. C'est là qu'il faut peut-être mettre des moyens et renforcer la surveillance et la protection des mineurs qui sont en danger. Vous voyez, plutôt qu'aller consacrer l'imprescriptibilité, qui est, à mon sens, plutôt symbolique. Je trouve que l'imprescriptibilité, en plus, elle aurait un double problème, c'est-à-dire que les crimes de sang ne seraient pas prescrits. Elles sont prescrits, finalement, les crimes de sang. Et le viol, alors c'est terrible, et j'ai été violée, donc je sais de quoi je parle. Mais on est vivant, on est debout. Le crime de sang, c'est pas pareil, vous êtes plus là. Comprenez? Donc il y a un non-sens, en fait, parce que l'imprescriptibilité voudrait dire que le viol aurait plus d'importance que la vie. Alors, Laurence, j'entends bien tout ce que vous dites. Et maître, on va échanger nos rôles parce que je vais me faire l'avocat du diable. Pour changer, on va voir. Très bien. En faisant l'avocat du diable, je me dis que finalement, l'imprescriptibilité ou la prescription des faits 30 ans après l'âge de la majorité, finalement, ça c'est la justice, on va dire la justice de l'État, la justice officielle. Maintenant, est-ce que la vraie justice, est-ce que c'est pas ça, Laurence? Est-ce que c'est pas d'écrire un livre et de le publier?
Je pense à notre époque actuelle, je pense que vous avez un autre tribunal qui est plus important que le tribunal des hommes, de la justice d'État, c'est le tribunal médiatique. Et le tribunal médiatique, il suffit d'allumer sa télévision, Maître Codesso, pour voir Vanessa Springora qui nous parle de son livre Le consentement, je crois, mettant en cause Emile Maznev, Camille Kouchner qui nous parle de son livre La Famiglia Grande, parlant d'Olivier Duhamel, ou vous, dans une certaine mesure, parlant de votre... Je ne vais pas vous cacher que les anonymes ont moins de poids que l'affaire Duhamel. Enfin voilà, c'est comme Alors, ça. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine justice médiatique qui est plus rapide, peut-être plus expéditive, et là il n'y a pas d'avocat du reste. Hein, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de règle, tout est possible. Il n'y a rien du tout. Voilà, il faut simplement passer à la télévision et développer son idée ou écrire un livre. Maintenant, est-ce que le fait d'écrire un livre, c'est pas une manière de tourner la page, un petit peu comme ce que vous disiez quand vous avez à une audience d'une cour d'assises un accusé qui dit oui, je reconnais, je suis coupable, ce qu'a dit Karine est vrai, je regrette tout ce que je lui ai fait subir, etc. Est-ce que ça n'a pas la même force quand on écrit un livre, quand on passe à la télévision et quand on dit j'ai été violé, voilà mon histoire et la personne qui m'a agressé c'est un tel. Est-ce que ça c'est pas plus rapide? C'est un peu expéditif. Oui, mais attention à la diffamation. Parce que si... Attention à la diffamation, voilà. Je veux bien. Alors, mais quand on parle des affaires les plus connues des derniers mois, voire des dernières semaines, là, qui sont toujours très très présentes dans l'actualité, je pense à l'affaire Camille Kouchner ou l'affaire légèrement antérieure Vanessa Springora. Comment ça se passe, maître? Il y a pas de justice là. C'est un tribunal médiatique assez expéditif. Je vais vous dire. Alors. Moi, je ne parle même pas de tribunal médiatique, il n'y a rien d'un tribunal là-dedans, il n'y a rien d'une justice là-dedans, même justice des hommes, si critiquable soit-elle. Il n'y a pas de règle. Vous l'avez dit juste avant, les anonymes ont moins de chances de se faire entendre, il n'y a pas d'égalité des chances, il n'y a rien du tout. Les réseaux sociaux, c'est l'abattoir, au même titre qu'une cour d'assises peut être un abattoir, attention, mais là, il n'y a vraiment aucune règle, pas de procédure, rien du tout. Et surtout, moi, je dirais que les objectifs ne sont pas les mêmes. La justice, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Alors, on entend souvent des témoignages de personnes qui sont déçues de la justice, mais c'est parce qu'elle prête à la justice des vertus qu'elle n'a pas. La justice, elle a une fonction pour les victimes qui est indemnitaire. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que le rôle de la partie civile, ce qui est très frustrant pour des parties civiles, c'est un rôle purement indemnitaire. Pour l'accusé, on est vraiment dans un rôle de établir la réalité de sa culpabilité et définir la peine qui lui sera attribuée. C'est rien d'autre. Rien d'autre. Moi, je vois ce que vous appelez le tribunal médiatique, je le vois comme quelque chose qui... on est plutôt sur l'idée de libérer la parole, de dénoncer des choses. Ce livre dénonce utilement des choses graves. Ce livre a une utilité. Vous voyez ce que je veux dire? Un témoignage anonyme sur Twitter qui n'a ni queue ni tête sera beaucoup moins utile que ce livre, qui est documenté, fourni. Et je vais trouver un point commun entre les deux autres livres que vous avez cités et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on est sur de la verbalisation. Les gens viennent verbaliser ce qu'ils n'ont peut-être pas pu verbaliser par le passé. Ce qui s'entend parfaitement, évidemment. Ça fait du bien. Et les deux livres que vous avez cités, mais c'est de la verbalisation a posteriori. C'est de la verbalisation de personnes qui ont été des enfants et qui n'ont pas pu verbaliser à l'époque. Verbaliser les faits. Et j'en reviens au livre de Laurence, mais... La petite Karine, elle n'a pu verbaliser réellement ce qui lui était arrivé. Imaginez, ça commence en 98, les premières procédures. Alors à l'époque, elle ne peut pas parler, mais elle ne verbalise qu'en 2009, pour la première fois. Avant cela, elle n'a jamais été mise en capacité de pouvoir s'exprimer librement. Dans le cadre d'aucune procédure, devant le juge des enfants, elle ne peut pas verbaliser, elle ne vient même pas aux audiences, on ne remet pas en question le peu de choses qu'elle peut dire parce qu'elle est d'abord briefée par ses parents. Dans le cadre de la procédure pénale, alors je crois qu'il y en a deux, il y en a une en 2003, ensuite une en 2004, je crois que c'est en 2004 où le procureur de la République demande à un service d'enquête d'auditionner sur la présence justement de Monsieur Blody au domicile des parents, demande à auditionner les parents et, je cite, éventuellement la petite Karine, éventuellement, ça veut dire que si vous voulez, elle est reléguée.
Elle est mise de côté. Et ce n'est finalement qu'en 2009, quand elle sera enfin présentée à un expert psychiatre, alors que c'était une mesure qui était demandée en 2004, hein, donc 5 ans pour que la mesure soit mise en œuvre, ce n'est qu'en 2009 qu'elle arrivera auprès de vous en plus. Après avoir parlé à cet expert, c'est vrai, mais c'est auprès de vous qu'elle le fait, qu'elle arrivera enfin à verbaliser. Et avant ça, elle n'a jamais été mise en mesure de le faire. Avec le personnel, les assistants socio-éducatifs, elle n'était jamais seule. Les parents faisaient toujours obstacle pour être présents, éviter qu'elle ne parle. Avec le juge des enfants, même chose. Et bon, au niveau de la procédure pénale, n'en parlons même pas. Et donc, dans ces livres que vous citez, dans les réseaux sociaux, ce qu'on voit, ce sont des personnes qui n'ont juste pas pu s'exprimer à l'époque. Et c'est là où, vous voyez, je ne vais pas vers l'imprescriptibilité, je vais en amont. Il faut renforcer ce qui peut permettre à ces jeunes victimes de s'exprimer dès leur plus jeune âge. C'est ça qui est important. C'est à ça à laquelle je travaille tous les jours, et je sais que le protocole Calliope peut changer les choses, parce qu'au Québec, ça a changé les choses. Et que j'en suis intimement convaincue, on a beaucoup travaillé, c'est juste des entretiens avec les enfants, on ne leur parle jamais de la procédure, on vient leur donner des outils, juste les outiller pour pouvoir répondre à un magistrat, pour pouvoir répondre à un policier, mais jamais on parle de la procédure, on n'est pas au courant de la procédure et on ne veut pas en être accès. C'est vraiment un protocole simple qui ne coûte rien à la justice, je dis bien rien, et qui peut changer les choses. Et aujourd'hui, je travaille avec une gendarmerie à Rennes hein, qui connaît mon passif, les gradés le connaissent aussi, mais on travaille vraiment en confiance parce que c'est quand on a vécu ce que j'ai vécu qu'on sait à quel point il faut changer les choses. Et quand on est en face de nous des personnes intelligentes qui savent se remettre en question, et il y en a partout, qui sont capables de dire, bah ok, on n'a pas fait ça bien, mais justement pour que ça se renouvelle pas, faut peut-être qu'on change notre comportement. Ça grandit les gens, ça grandit l'administration, et ça, j'y crois beaucoup, parce que je crois qu'on peut changer les choses. Et malheureusement, on n'a pas un gouvernement qui impulse cette vision des choses. Il suffit pas de faire des lois, des lois avec où on fait deux pas en avant, et puis finalement on a fait un pas en arrière parce qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas été au bout. Vous voyez, moi, l'imbécilité de la loi, et je le dis comme ça, l'inceste jusqu'à 18 ans, bah, ça veut dire que quand on a 19 ans, papa, il peut nous violer. À un moment donné, on marche sur la tête, on était en train de faire une loi. Eh ben, l'inceste, c'est interdit, point barre. Enfin, je sais pas, à un moment donné, soyons intelligents, quoi. Voilà, un petit peu, effectivement, quelques réflexions frappées au coin du bon sens. Laurence, vous êtes formidable et Karine vous doit beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Laurence, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Maître Codesso. Merci à vous. Hein. Et bah, écoutez, j'ai envie de dire bien évidemment aux téléspectateurs de la chaîne Ideal Média, j'ai envie de leur dire, bah, écoutez, lisez ce livre, Karine et Laurence Brunet-Jambu, avec une préface de Bruno Solo, je précise, Signalement au pluriel aux éditions Ring. C'est un livre qui marque quand même. Quand on le lit, on se dit que, ben évidemment, quand on a échappé à tout ça, on a beaucoup de chance d'avoir une enfance normale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, Laurence, heureusement qu'il y a des avocats, peut-être aussi des policiers, des magistrats et des travailleurs sociaux qui se consacrent un petit peu à la défense de l'enfance. Je crois vraiment qu'on peut changer les choses et que c'est qu'ensemble qu'on les changera. Voilà. Il y a uniquement quand on s'assoit autour d'une table qu'on peut échanger. On n'est pas forcément d'accord, mais au moins ça construit les uns les autres. C'est le dernier mot de cette émission. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Maître. À bientôt.